qui impactent chaque aspect de notre vie économique. Ceux qui veulent faire du théâtre, ceux qui veulent faire de la musique, ceux qui veulent jouer au football, ceux qui veulent aller apprendre, ceux qui veulent se soigner, ceux qui veulent acheter, vendre, produire. Tous les secteurs, dans leur diversité, peuvent être impactés par le chemin de fer. Donc pourquoi le négliger? D'ailleurs, comme le souligne brillamment M. Ndiaye, le développement du rail n'est plus simplement qu'une question d'ingénierie ou de logistique, mais un instrument de politique économique à part entière. Heureusement que le directeur général de la planification et des politiques économiques est là, qui est en charge de formuler et de reformuler la politique publique. Mais aujourd'hui, c'est le moment de lancer un grand message pour accorder une importance particulière à ce secteur, en ce moment où nous avons besoin d'aller de manière urgente vers l'émergence et l'atteinte des ODD d'ici à 2030. Et je voulais rappeler justement, négliger le chemin de fer, c'est compromettre notre avenir économique et social. Il l'a bien dit dans son livre. Les réponses aux défis macroéconomiques et à la soutenabilité de la dette trouvent leur ancrage dans la politique de développement du rail. Ça aussi, je prends en témoin les planificateurs. Quel que soit le montant que nous allons investir dans le chemin de fer, même si c'est la dette, même si c'est un endettement, le retour sur le PIB à court terme, à moyen terme, va baisser le taux d'endettement. Ça, il faut que nos autorités le comprennent une fois pour toutes. S'endetter pour construire les rails n'en est pas un endettement majeur. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Un de mes mentors disait: le temps de l'économie n'est pas le temps du politique. Et comme aime le répéter souvent aussi ce mentor, le Sénégal a traversé une longue période durant laquelle les dirigeants, nos dirigeants, ont cherché, à raison ou à tort, on ne critique personne, mais nos dirigeants ont cherché à rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et cela favorise le comportement politique de cela. Et le Sénégal a besoin aujourd'hui de jeunes comme vous, M. Ndiaye. J'ai la conviction qu'aucun pays dans ce monde ne s'est développé en mettant de côté les questions économiques. Or, vouloir se réélire coûte que coûte pousse les décideurs, nos décideurs politiques, au Sénégal comme en Afrique au sud du Sahara, à prendre des options qui ne sont pas forcément conformes aux fondamentaux du développement. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Depuis quand? Depuis 1960, on est dans ce créneau. On est dans ce créneau. Quelle que soit la beauté et l'utilité attendue d'une infrastructure, son efficacité, je dis bien, est altérée, est forcément altérée si l'ambition politique est mise en avant. Nous rentrons dedans aussi. Si l'ambition politique est mise en avant. Président Boubacar, bienvenue. Nous sommes très heureux. Ainsi, l'action de l'État est devenue ces derniers temps, je dis bien est devenue ces derniers temps, très arbitraire et inefficace, créant des distorsions qui ont entraîné la cherté des prix, le chômage et le sous-emploi. Je ne critique pas, hein, je constate. Aujourd'hui, on est moins politique que... Bon, c'est dommage que... En revenant donc à la question lancinante de la baisse des prix qui occupe aujourd'hui les débats,
nous continuerons à tergiverser tant que les problèmes de production ne seront pas résolus. Et on n'est même pas en voie de les résoudre si on ne fait pas le chemin de fer, si on ne fait pas de l'aménagement du territoire et de la mise en place des infrastructures. Mais c'est aussi simple, c'est une question d'offre et de demande. L'offre est là, n'est pas là, on ne produit pas, on ne fait pas de l'agriculture, on ne fait pas de l'industrie, le commerce ne se développe pas. Aucune activité productive aujourd'hui, l'économie n'est pas productive, la productivité est complètement à terre. Les entreprises ne sont pas compétitives. Comment on peut produire aujourd'hui face à cette demande qui croît? Et cette demande aussi, elle croît. C'est une consommation qui est basée sur le croît démographique. Et il y a les transferts des immigrés qui constituent un filet financier qui leur permet de consommer. Si la demande est là, l'offre n'est pas là, les prix grimpent. Aucune autorité ne pourra baisser ici les prix si ce n'est par la booster la production de ces secteurs. Ça aussi, et j'ose aujourd'hui dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'endetter pour la construction d'un chemin de fer avec des équipements logistiques pour le stockage et la transformation baisse les taux d'endettement. Forcément. Quand la malgouvernance nous prend, nous ne pouvons pas savoir ce que nous ignorons. L'angle mort économique, comme il le dit, c'est lorsque nous ne nous rendons pas compte des phénomènes économiques. C'est là-bas où se trouve le véritable angle mort économique. Nous ne réalisons pas qu'en récupérant les 2400 hectares de Mbourkat, il y aurait de quoi relancer la SNHLM et tout le secteur des BTP. Les universités de Thiès et de Bombay y trouveraient des débouchés pour les capacités formées dans toutes les filières liées directement ou indirectement à ce secteur. Tout le monde sait que le bâtiment a le degré de motricité le plus élevé. Et je ne vous apprends rien. Il suffit de l'encadrer avec le respect strict des normes pour déverrouiller l'économie. Le développement d'une nouvelle ville à Thiès, l'extension du terre, la connexion de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Matam suffirait largement pour faire l'émergence en 2035. Et si nous ne faisons pas cela, tout de suite et maintenant, les générations futures paieront extrêmement cher pour le faire. Comme ce fut le cas de l'autoroute Thiès-Saint-Louis. En 1975, le Parti socialiste avait déjà pris l'engagement de construire l'autoroute Thiès-Dakar-Saint-Louis. Ça a coûté 10 milliards en 1975. On ne l'a pas fait. Ça a coûté 10 milliards. 10 milliards, c'est le budget de la DGPPE aujourd'hui. Et il est évident que, même à l'époque, si une planification l'aurait prévu, on aurait au moins dégagé les emprises et 50 ans après, pour faire cette route-là, ça ne coûterait pas 600-700 milliards. Il faut qu'on se dise quand même que les infrastructures et la planification constituent des outils, c'est un besoin social et d'efficacité de la dépense publique qu'il ne faut pas ignorer. Donc, pour dire, la gestion efficace de la dépense publique n'a jamais été au cœur de nos préoccupations, malheureusement. De 1960 à nos jours, les analyses ont montré que chaque fois qu'une demande est ordonnée, qu'une dépense est ordonnée, du haut du centre pétavin, moins de 30% arrivent aux bénéficiaires. Et la politique de maintien au pouvoir nous a complètement anéantis. Pourtant, l'administration a développé des outils et instruments avec des procédés et techniques avérés. Le directeur de la planification, il est là, il peut me témoigner. Avérés, permettant de faire les meilleurs choix en matière d'aide à la décision et même en matière d'exécution des dépenses. Donc, comme M. Ndiaye, nous avons longtemps réfléchi et mis en place des mécanismes pour sélectionner les projets et les programmes en fonction de leur rentabilité économique. Et tout cela est ignoré malheureusement
dans l'urgence de se faire réélire. Je reviendrai peut-être prochainement sur le train express régional. C'était le cas. Ça nous a tellement créé des problèmes au niveau de la direction de la planification et des politiques économiques. Parce qu'en soi, le terre, infrastructure terre et reste terre n'est pas bon. C'est dans un paquet de projets qu'il faut mettre le terre. C'est le terre et la c'est le terre et l'aéroport. C'est le terre avec Dakar Medical City. C'est le terre avec le développement des universités. C'est le terre avec énormément de choses. C'est ça qui nous donne la rentabilité du terre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter, construire une infrastructure qui a en face d'elle une ville qui est inanimée. L'infrastructure, le stade Abdoulaye Wade nous a coûté 154 milliards. Ensuite, c'est construit, c'est fermé. À quoi ça sert? On n'a pas besoin d'infrastructure, on a besoin de l'animation de l'infrastructure. Des effets qui entraînés par cette infrastructure, mais pas du tout l'infrastructure. Il faut que nos dirigeants, enfin, se mettent cela dans la tête. Bon, je risque de parler longtemps quand il s'agit du chemin de fer et de l'économie. Je vais essayer de m'arrêter, mais ce secteur du chemin de fer est devenu un secteur de prédilection pour moi. Et il commence à me ravir de la statistique et de la planification. Et en arrivant à la tête du ministère en charge, j'ai compris que l'État doit se doter d'une loi. Une loi qui oblige les projets et les programmes à se prémunir d'un visa de ce secteur, comme cela se fait avec l'aménagement du territoire. Et pourquoi ne pas alors lier aujourd'hui l'aménagement du territoire, les routes, les rails, la gestion du domaine, pour bâtir une véritable politique économique? C'est extrêmement lié. Aujourd'hui, tous ces secteurs devraient être au niveau du ministère de l'économie, avec un bon ministre de l'économie qui fait une politique économique qui prendrait en charge toutes les questions qui ont été évoquées à ce niveau. Donc je pense que c'est dommage qu'on n'a pas suffisamment de temps et je suis déjà très bavard sur ce point. Donc je voudrais saluer une fois encore de plus l'œuvre remarquable de M. Seydina Ndiaye et exprimer ma gratitude pour son engagement envers le Sénégal et Guinguinéo, qui est notre ville natale. Puissons-nous tous, en tant que citoyens et décideurs, prendre exemple sur son travail et redoubler d'efforts pour faire du chemin de fer sénégalais non seulement une réalité, mais également